Je remercie d'abord les organisateurs de me donner l'opportunité de présenter mon travail réalisé dans l'équipe de Phil Angela, Probiote, dans l'Institut Michaelis. Et donc aujourd'hui, je vous présente, j'ai l'honneur de démarrer les sessions sur Faecalibacterium, une bactérie que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, je vous présente un système de régulation sur l'acquisition du fer ferreux. C'est ça. Donc, l'individu sain a un microbiote dynamique et complexe. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la communication interbactérienne de type nutrient cross-feeding. Et chez les individus malades, cet équilibre est altéré, en particulier chez les malades Mickey. Depuis 15 ans, il y a un engouement pour les probiotiques de nouvelle génération. Et pour faire simple, il y a deux types de probiotiques de nouvelle génération. Philippe vous en parlera mieux que moi. Les bactéries lactiques modifiées génétiquement, et puis les bactéries commensales intestinales anaérobies, strictes du corps microbiota, qui ont un intérêt santé. Alors, leur culture reste délicate en laboratoire parce qu'elles sont très sensibles à l'oxygène et leur exigence nutritionnelle encore mal définie. Donc, la star des microbiotes, enfin des probiotiques de nouvelle génération, c'est Faecalibacterium prosnitzi. Donc, les travaux pionniers de Harry en 2008 ont démontré que le culobactérien, comme le surnageant, avait des propriétés anti-inflammatoires remarquables. On a l'habitude de dire au laboratoire que Faecalibacterium prosnitzi, c'est à la fois un acteur et un marqueur de la santé humaine. Et depuis 2018, il y a eu création d'une start-up, Excellium, qui s'appuie sur les nombreux travaux réalisés dans l'équipe Probiote et collaborateurs. Et donc, cette start-up produit à l'échelle industrielle une souche vivante. Et depuis le début de l'année, un essai clinique va permettre de tester l'innocuité de la préparation bactérienne. Alors, nous scientifiques, on est ravis. La taxonomie a rapidement évolué et aujourd'hui, il y a 6 espèces dans le genre Faecalibacterium. Donc, pendant longtemps, on ne parlait que de Prosnitzi, mais on réalisait bien qu'il y avait une diversité génomique. On parlait de phylogroupe. Et en 2021, il y a eu 2 nouvelles espèces qui ont été créées. Et en 2022, on est arrivé à 6 espèces. Donc, la souche modèle que je présente aujourd'hui, la souche A265, jusqu'à hier, c'était Faecalibacterium prosnitzi. Et maintenant, il faut l'appeler Duncanier. C'est plus une prosnitzi. Alors, ce schéma vous représente très simplement les propriétés anti-inflammatoires remarquables de prosnitzi. Donc, on sait qu'elle est capable d'activer des interleukines anti-inflammatoires et de réprimer à l'inverse des cytokines pro-inflammatoires. Sur la gauche, vous avez le schéma très bien décrit, le schéma qui permet de comprendre comment cette bactérie, à partir de la consommation d'acétate extracellulaire produit par ses copines, comment elle est capable de produire du butyrate. Donc, c'est un cycle spécifique de bactéries qu'on appelle enfin, voilà, il y a un petit groupe. En fait, il y a 2 façons de faire du butyrate, soit avec l'enzyme l'acétyl-CoA, butyryl-CoA transférase, soit à partir de la butyrate kinase. Souvent, ce cycle est présent chez les Clostridium. Donc, cette voie-là est bien connue. En revanche, les données génomiques sont là, mais on connaît mal les réseaux de régulation par rapport au métabolisme protéique, l'acquisition des sucres. Il y a encore plein de choses à faire. Alors, où en est-on au niveau de la mutagénèse et des analyses transcriptomiques? Donc, aujourd'hui, on ne sait pas faire de mutants par recombinaison homologue. On sait transformer une souche de Faecalibacterium prosnitzi et intégrer un plasmide, mais on ne sait pas faire de mutants. Donc, on est vraiment moins bien lotis que les gens qui travaillent sur les Clostridies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on s'intéresse à la régulation transcriptionnelle comme moi de cette bactérie? On peut faire du RNA sec et puis faire varier les conditions d'étude. Alors, je vous ai présenté les 3 articles principaux sur l'analyse transcriptomique. On sait, dans l'étude de Doux, ils se sont intéressés à l'acétate cross-feeding dans un modèle de triculture versus monoculture.
Et puis après, dans l'étude de Lebas 2020 chez Danone, ils se sont intéressés à l'impact du sécrétome des bactéries lactiques sur la régulation transcriptionnelle chez la souche A265. Et enfin, le dernier article que je trouve très intéressant, c'est qu'en 2021, ils se sont intéressés à la régulation de l'import du sucre via les systèmes PTS. Et ils ont pu démontrer que certains PTS n'étaient pas exprimés, donc pas utilisés, et d'autres étaient importants. Donc, la régulation des transporteurs est clé pour comprendre en fait l'écophysiologie de Faecalibacterium. Et il y a un élément que je trouve très important en régulation transcriptionnelle, c'est l'induction forte de gènes et vraiment le témoignage de la perception d'un signal, et notamment la régulation des transporteurs reflète la présence ou pas du signal inducteur. Donc, le transporteur des sucres, par exemple spécifique du fructose, va s'activer s'il y a du fructose dans l'environnement. Le transporteur du fer va s'activer si, alors là c'est l'inverse, si le fer est limitant. Donc il y a des choses très fortes en régulation. Alors aujourd'hui, je vous présente mes travaux qui ont été soumis pour publication dans le journal Microbiome. Le préprint est disponible. Donc l'idée de départ, c'était de regarder l'impact de l'acétate comme source d'énergie principale sur la régulation transcriptionnelle et sur l'adaptation de Faecalibacterium prausnitzii. Donc, il m'a semblé intéressant de démarrer par l'étude de l'entrée en phase stationnaire. C'était un modèle simple pour étudier l'adaptation de Faecalibacterium à la limitation nutritionnelle, comme les sucres, le fer. Donc, on a défini deux milieux de culture, un milieu pauvre et un milieu riche en acétate. Et puis après, on a fait des prélèvements pour la croissance. Et après, je me suis focalisée sur la catégorie de transport membranaire et plus particulièrement sur le transport du fer ferreux, la famille des féorés. Donc, sur cette diapo, vous avez le design expérimental de cette étude. En orange, vous avez le milieu enrichi en acétate, 23 millimolaires. En bleu, vous avez la cinétique de croissance dans un milieu pauvre en acétate, 3 millimolaires. Donc, on voit que la croissance est beaucoup plus forte dans le milieu orange. Et puis, on mesure le taux de croissance qui est plus élevé. Et puis, on mesure également, c'est un bon signe, la production de butyrate est deux fois plus importante dans le milieu orange versus le milieu bleu, et la consommation d'acétate. Donc, l'analyse globale du RNA sec, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler d'abord sur 4 comparaisons, de comparer les profils d'expression en phase exponentielle. Donc, c'est le late expo. Et donc là, c'est cohérent avec la cinétique d'expression. Il y a très peu de gènes différentiellement exprimés. Et à l'inverse, lorsqu'on compare les profils d'expression en début de phase stationnaire, il y a beaucoup plus de gènes différentiellement exprimés. Après, ce qui nous a intéressé, c'était de regarder l'adaptation dans un milieu riche en acétate, high-acétate ou low-acétate. Et ce qui n'était pas attendu, là c'est une surprise, finalement, lorsque l'acétate est limitant, pour s'adapter, Faecalibacterium va activer ou réprimer 4 fois plus de gènes. Alors, après une première analyse des fonctions, on a voulu simplifier l'étude et on a regroupé certaines catégories. Donc là, on a fait une classification fonctionnelle avec 12 catégories. Et ce qui saute aux yeux lorsqu'on compare high acétate et low acétate, c'est par exemple la présence de la catégorie des gènes impliqués dans la réponse au stress, la portion rouge, qui n'est absolument pas présente dans le milieu high acétate. Et puis, conjointement à cette activation de gènes du stress, il y a une répression forte des gènes impliqués dans le métabolisme protéique. C'est la portion violette, qui est très importante dans le camembert, qui représente les gènes qui sont régulés négativement. Et cette portion violette n'est pas présente dans le milieu riche en acétate. Donc, il y a quelque chose de remarquable en termes de réponse au stress. Et puis après, la partie transporteur, c'est une catégorie que j'ai sortie classiquement dans le COG, elle est associée avec les voies métaboliques. Là, il me semblait intéressant de sortir cette catégorie pour pouvoir voir la variabilité entre les différentes conditions. Alors là, c'est un zoom sur ce qui est commun
aux deux catégories, l'eau et high acétate, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer que les gènes impliqués dans l'assimilation des acides sialiques, donc les transporteurs et la dégradation, sont activés uniquement en phase stationnaire de croissance. Ce sont des gènes dépendants de la phase stationnaire de croissance. Donc voilà la supériorité de la transcriptomique par rapport à la métagénomique. On voit des fonctions réelles. Alors après, on s'est focalisé sur la catégorie transport, parce que Faecalibacterium pseudomonas, quand on regarde son génome, est pauvre en enzymes glycolytiques. Donc, souvent, je dis que c'est une bactérie un peu pique-assiette qui va bénéficier du métabolisme actif de son environnement direct, de ses copines. Et donc, pour pouvoir bénéficier de cette activité métabolique, il faut avoir des transporteurs produits au bon moment, en temps et en heure. Donc là, on voit sur le graphe du milieu, nous avons réalisé une sous-classification du système d'import. La famille ABC, c'est une famille très connue. Souvent, dans les transporteurs, on ne connaît pas les substrats transportés. Et à l'inverse, il y a une famille très bien décrite, c'est la famille FeO, qui transporte exclusivement les ions fer ferreux. C'est une famille largement répandue chez les firmicutes. Et les bactéries peuvent avoir une copie ou plusieurs copies. Dans la souche A265, il y a deux copies. Il y a un opéron, l'opéron FeO-AABC, et un seul gène qui code un autre transporteur. Donc à droite, vous avez le recant du transporteur, et on voit pour le système opéron FeO-AABC, il y a une activation forte lorsque le milieu est riche en acétate, ce qui n'est pas le cas lorsque le milieu est pauvre en acétate. Alors, sur le schéma de gauche, je vous ai représenté en fait les deux systèmes présents chez la souche A265. J'ai aussi étudié ces systèmes-là dans d'autres bactéries, dans d'autres souches de Faecalibacterium. Et je voulais avoir votre attention sur en fait la production de butyrate. Donc, je vous ai expliqué, c'est bien défini. Il faut de l'acétate et de l'acétyl-CoA pour avoir du butyrate. Et à travers ce cycle-là, on a des enzymes qui ont des cœurs fer-soufre. Donc le fer est nécessaire. Tout ça pour dire que l'homéostasie fer est indispensable pour avoir une production de butyrate. Donc on a voulu regarder la régulation plus précisément des transporteurs FeO-AB, C, et on a tout simplement rajouté du sulfate ferreux dans le milieu de culture dans la condition low ou high acétate. Et donc, la figure du bas représente en RT-PCR les différents niveaux d'expression. Donc, le système FeOB répond sans équivoque au signal fer, c'est-à-dire qu'en présence de fer en excès, il y a une répression. Et cette régulation forte n'est absolument pas observée dans le milieu pauvre en acétate. Lorsqu'on regarde le deuxième système, le système FeOAB, qui ne ressortait pas en RNA sec, eh bien, on voit qu'il ne répond pas au signal sulfate ferreux. Donc, l'ensemble de ces données montrent que, à ce moment-là, en milieu high acétate, en début de phase stationnaire, c'est le système FeO-ABC qui est impliqué dans l'acquisition du fer. Et puis, on a voulu suivre la production de butyrate. Et donc, on s'aperçoit que la production du gène codant la butyryl-CoA, acétyl-CoA transférase est plus élevée dans le milieu high acétate que low acétate. Ça semble cohérent par rapport aux mesures de butyrate. Et que ce système, et ça, quand on regarde la littérature, c'est pas surprenant, n'est absolument pas sensible au signal fer. Il n'y a pas de régulation différentielle sans ou avec sulfate ferreux. Donc, l'homéostasie fer est conservée par justement ce jeu de activation de transporteurs très affins pour le fer. Alors, j'ai demandé après à mes collègues spécialistes de la métaprotéomique, Catherine Juste et Céline Henry, de me dire si le transporteur FeO-AABC, est-ce qu'il était exprimé in vivo dans un métaprotéome d'individus sains et malades Mickey. Donc, à partir d'une liste de gènes différentiellement exprimés, qui contenait que des transporteurs, donc j'ai bénéficié du savoir-faire de mes collègues qui savaient faire de la métaprotéomique sur la fraction enveloppe versus cytosolique. Donc, on s'est concentré sur le métaprotéome de l'enveloppe, puisque je m'intéressais à la régulation de transporteurs.
Et donc, à partir d'une interrogation à partir de 123 425 peptides, on a interrogé est-ce que les peptides issus des séquences protéiques des 42 transporteurs qui m'intéressaient, est-ce qu'on les retrouvait? On retrouve 236 peptides qui matchent, qui correspondent à 10 protéines impliquées dans le transport. Et le top de hit, c'est la protéine FPOB. On a retrouvé 51 peptides, et ça correspond à un coverage supérieur à 50%. Et parmi ces 51 peptides, il y a 9 peptides spécifiques de la souche A265, puis les autres sont spécifiques du genre Faecalibacterium. Donc on a identifié des peptides qui sont détectés uniquement lorsque l'individu va bien. Donc, j'espère vous avoir convaincu que Faecalibacterium prosniti peut avoir deux vies, une vie stressée et non stressée. Quand elle est stressée, eh bien, elle a un comportement très banal, je dirais, d'un point de vue bactérien. Elle va activer une réponse au stress général et elle va également activer plusieurs systèmes de toxines antitoxines. Et ça pourrait expliquer la régulation négative de la synthèse protéique. De façon intéressante, on a pu identifier que cette analyse des facteurs de régulation type sigma facteur qui pourraient être impliqués dans la coordination de cette réponse. À l'inverse, quand l'acétate est abondant, cette réponse au stress n'est pas activée euh, et elle va activer un système de transport en fer spécifique, le transporteur FeOB. Donc, l'acétate consommé, c'est à la fois une source d'énergie et un signal de régulation globale majeur pour cette souche-là. Je continue l'étude de la régulation transcriptionnelle dans un modèle plus complexe, dans une co-culture entre une bactérie qui produit de l'acétate, Blosia feces, et puis Faecalibacterium prosniti. Et on a, dans le cadre d'un projet Caliment BP acétate avec mes collègues de Dijon, on a mis en place un milieu de culture très efficace pour la croissance de FPRO. Et là, vous pouvez voir la croissance de la souche A265 en rouge seule et lorsqu'elle est associée à Blosia festive, donc il y a une augmentation de biomasse. Et l'acétate cross-feeding est clairement visible par la mesure du butyrate, qui est 6 fois plus importante dans ce modèle de co-culture. Et puis, en ce moment, on est en train d'analyser le métatranscriptome de ces deux bactéries avec des comportements très différents. Et on retrouve les systèmes FeOB qui sont activés ou réprimés dans certaines conditions. Voilà, donc je remercie Philippe pour m'avoir bien accueilli depuis 2019. J'apprends plein de choses sur ces bactéries, c'est passionnant, mes différents collègues. Et puis, je remercie Harry, Catherine et Céline. J'ai pu bénéficier de votre savoir-faire de votre étude pour aller plus loin dans l'étude de FPOB. Et puis, je remercie Migal pour l'analyse mathématique et l'équipe de PAM pour l'aspect qualiment et biotechnologie. Merci de votre attention.